48 heures après, je reçois un message avec en copie le département légal d'un de mes clients qui me dit vous avez pompé notre site. De me dire je suis quelqu'un sur qui on peut compter, tu vois, je peux, t'inquiète, tu vois, je te porte sur. C'est à la fois le bon CEO dont ta boîte elle a besoin, le bon pote, le bon membre d'une famille. Et ça, je sais pas pourquoi ça me drive l'image de me voir moi-même, ok, t'inquiète, tu vois, j'arrive sur le front, t'inquiète, je prends ton épée et je vais faire le combat, tu vois. Et généralement, cette partie de la population, c'est ceux qui vont créer du contenu, qui vont se bouger le cul, etc. Et c'est pour ça que moi, mon sentiment, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de contenu là-dessus, c'est que finalement, les seuls qui sont un peu dans ce mood de j'ai envie de me scaler moi-même, ils créent du contenu. Une fois que t'as écrit tous les risques possibles sur un papier, tout ce que t'as pas vu, ça c'est le vrai risque en fait. Ouais, c'est clair. J'interview les entrepreneurs, freelance et dirigeants les plus résilients pour te donner la force de continuer ton aventure entrepreneuriale. Bon visionnage et surtout, ne lâche rien. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insubmersible. Aujourd'hui, on a un invité de marque en la présence du Lion. Salut Théo, toi. comment ça va ? Bah ça va super et toi ? Super, je suis ravi de t'avoir parce que déjà c'est pas mal de temps qu'on se côtoie, qu'on discute. Et c'est cool de pouvoir t'avoir pendant 1 heure sur le canapé d'Insubmersible. Je pense qu'on n'a peut-être pas besoin de te représenter vu tout le contenu que tu crées et les gens te connaissent déjà. On va attaquer directement dans le vif du sujet. Il y a 10 jours, tu es rentré dans le club fermé des marathoniens, une prépa marathon que tu as faite pendant plusieurs mois. Comment ça s'est passé ? Pourquoi tu as voulu faire ça ? Et si tu peux nous débriefer un peu de cette expérience marathonienne. Mon objectif c'était de te rattraper, donc là j'ai fait la moitié de la distance de ce que toi tu cours. Et non, mais du coup, merci beaucoup, je suis très content de pouvoir avoir cet échange avec toi, devant une caméra cette fois-ci. Yes. Donc oui, marathon. En gros, bon, bah, du coup c'était il y a 10 jours, donc moi j'ai fait le marathon de Paris. Que j'ai choisi suite. En fait, c'est compliqué de savoir, et même parce que j'ai enregistré un épisode de mon podcast sur ce sujet-là. Et le point qui était le plus dur, c'était de comprendre en fait vraiment quelle avait été la motivation initiale. Ouais. C'était d'essayer d'isoler un truc. Et j'ai vraiment pas l'impression que ce soit l'expérience que j'en ai eue du début. C'est un peu genre un début d'énergie qui est parti dans quelque chose, qui est reparti dans un truc et qui a fini par arriver sur 42 km, mais qui est pas. Moi, je fais pas partie de ces gens qui avaient le rêve de terminer un marathon dans leur vie. Je l'avais pas, c'était sûr. Donc je pense que le premier truc, ça a été, c'est très lié au fait que cette dernière année là sur Kodak, ça a été vraiment une période un peu de recroissance après une année qui avait été pas dingue avant et qui m'avait amené en fait de fil en aiguille en creusant pendant 1 an. Donc la 3e année de Kodak, puisqu'on vient de terminer la 4e là. À réaliser qu'en fait la source, le point commun entre tous les problèmes, c'était probablement c'était souvent une mauvaise décision de ma part et d'essayer de capter qu'est-ce que je faisais moins bien que d'habitude. Et puis en fait d'un point de vue holistique, j'étais moins bien. Donc en fait j'avais une volonté quand même à la base de refaire des trucs durs, parce que c'était un peu le constat à la fin, c'est que j'avais un peu arrêté de faire des trucs comme ça. Donc j'ai pas voulu direct courir un marathon, j'ai commencé par simplement retourner à la salle, donc j'y allais plus beaucoup. Et après en même temps j'ai un pote, donc c'est là où pour le coup c'est un peu plus clair cette fois-ci. J'ai un pote qui s'appelle Jordan qui partait de nulle part et qui a voulu courir un 10 km. Donc je l'ai accompagné là-dessus. Puis après, il s'est chauffé pour un semi. Puis après, je crois que c'est moi qui l'ai chauffé pour le marathon, puisqu'on a vu que les 2 courses d'avant s'étaient bien passées. Ok. Donc tout ça pour dire que je suis parti sur une prépa, j'ai fait 4 mois. J'ai vécu une course pas comme prévu, un peu plus dure, mais super content d'avoir passé la ligne d'arrivée. J'ai pu découvrir un peu le feu d'artifice d'émotion quand t'as le résultat de ce pourquoi tu t'es préparé pendant 4 mois, qui était d'ailleurs étrangement similaire à ce que j'avais ressenti après ma prépa, quand j'avais eu les concours. Ouais. Vraiment, c'était la même chose. Mais tu sais, c'est dans le cœur, c'est une émotion que j'avais. Le placard n'avait pas été réouvert depuis ce moment-là. Donc c'était super intéressant. Et donc pourtant, le fait d'avoir une boîte, aujourd'hui, là, vous êtes combien chez Kodak ? On a 64 personnes là. C'est ouf. Tu juges que en gros, ta prépa marathon et le fait d'avoir fait le marathon, t'as mis un coup de pied au cul versus le fait d'avoir 64 personnes, quoi. Ouais, bah alors, en fait, ce qui est latent, c'est que 64 personnes, tu les as pas d'un coup. Donc t'en as 20, puis t'en as 40, puis après, ça fait 1 an qu'on est passé de 50 à 64. Donc ça met pas un coup de pied au cul comme le marathon. C'est très différent, je trouve, comme effort. Et je pense que c'est d'ailleurs un peu les 2 grandes catégories de trucs durs que tu peux faire. Ouais. Il y a des trucs très intenses le jour même et des trucs que tu dois tenir pendant très longtemps, des trucs assez basiques que tu dois tenir. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est souvent plus cette seconde catégorie-là. Ouais. Et donc ça manquait. En fait, c'était très différent ce que j'ai ressenti pendant ce marathon et que tu as dû avoir pendant tes courses aussi. Et c'est pour ça que ça m'a fait penser au concours. C'est parce que le concours, tu dois soutenir un effort pendant 2 ans de prépa. Et après le jour J, bam, tout d'un coup, tu retires. Enfin, c'est pas vraiment ça, parce que tu fais l'épreuve, mais quand tu as les résultats, tu retires tes. C'est ce que tu disais. J'ai écouté justement l'épisode où tu racontes le marathon. Je trouve ça hyper intéressant. C'est qu'il n'y a pas de match dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un marathon. Ouais. Mais il n'y a pas de moment où il faut aller au combat, il faut descendre dans le ring. Et toi, le fait d'avoir retrouvé ça, tu vois, sur la prépa marathon, effectivement, tu as un objectif, tu as une ligne d'arrivée. C'est quoi tes
un peu tes apprentissages de ça et comment est-ce que tu penses que tu peux faire la bascule vis-à-vis de ça en entrepreneuriat? Hey, c'est Thomas, j'interromps 30 secondes cette vidéo pour te partager une news qui va te plaire. Comme tu sais, on est spécialisé dans la génération de prospects sur le web et on a créé la plus grande communauté Discord pour venir partager toutes les techniques en génération de prospects sur le web. C'est gratuit, on est déjà plus de 1000 membres, donc si le contenu de la chaîne te plaît, n'oublie pas de t'inscrire et de rejoindre le Discord. Le lien sera dans la description de cette vidéo. C'est tout, je te remets tout de suite le contenu. Il y a pas mal de similitudes parce que du coup, je me suis posé la question. Il y a aussi une vidéo YouTube qui arrive sur laquelle c'est un peu la thématique. Elle n'est pas sortie, mais elle sera certainement sortie. Bon, fais pas trop de. mais donc j'ai dû me poser sur garde ce truc-là. Garde le secret. Et en gros, tease. Il y a un premier truc qui est évident. La première chose, je trouve que c'est la faculté de ton esprit à résister à la souffrance. Ouais. Qui en fait, tu atteins une zone, je trouve, quand tu t'entraînes au running, et ça m'a fait ça aussi avec les sports de combat, quand vraiment le physique est effrité, il n'y a plus de physique, tu atteins une zone mentale en fait, à laquelle tu n'as pas accès quand tu travailles, même dans des moments très durs, tu n'as pas accès à cette zone-là. Quand tu dis il n'y a plus de physique, c'est fatigue totale, ton corps il est à mettre à vendre sur le bon coin, il te reste que la tête pour avancer. Quoi. Exactement, okay. Toi tu es arrêté, capot ouvert, mort, donc pendant un fractionné, quand tu n'as vraiment plus rien. La limace. Et que c'est le mental qui prend le dessus. En fait, quand tu as effrité le physique, il y a une zone mentale et c'est là où tu travailles vraiment le mental, je trouve. Et en fait, tu te rends compte que cette zone-là, tu peux la réactiver facilement dans le pro. Alors, c'est pas immédiat, je trouve. D'ailleurs, c'est ça qui est un peu tricky, c'est que c'est pas parce que tu es fort mentalement, je trouve, dans un sport d'endurance, par exemple, que tu vas directement être fort mentalement sur le pro. Mais après, tu peux réaliser qu'en fait, les situations sont assez similaires et au bout d'un moment, tu vois, les neurones vont se connecter et la connexion, elle se fait. Et en fait, tu peux aller chercher tout ce que tu as construit dans le running et le mettre dans le pro. Mais c'est pas immédiat. C'est d'ailleurs ça qui est assez bluffant. Donc c'est la première chose. Seconde chose, c'est que tu as quand même une vraie notion, alors cette fois-ci plutôt dans la prépa, en fait, ce qui définit vraiment qui t'es comme coureur, c'est qui t'es dans ton pire jour. Vraiment, quand t'as pas envie de t'entraîner, quand il pleut, quand tout est contre toi. Des baskets quand même. Qu'est-ce que tu arrives à faire? Est-ce que tu arrives à aller squeezer 1 km, 2 km, faire une petite endurance fondamentale à la place de ton fractionné, ou est-ce que tu arrives à carrément à faire la séance dès le démarrage? Et je trouve que si tu veux vraiment, si je voulais comparer 100 coureurs, je leur demanderais plutôt, je voulais pas savoir la prépa au global, j'aimerais savoir comment ils étaient dans ces 3-4 jours horribles de prépa que tu vis forcément. Donc ces trucs-là, ça t'entraîne à te dire aussi, parce que ça, pour le coup, comme les aventures entrepreneuriales, souvent ça s'étend sur très longtemps. Ouais. Tu les as ces périodes-là et ça dure pas des journées, ça dure vraiment parfois tu as des mois, des trimestres entiers. Moi, j'ai eu vraiment, je pense, bien 6 mois, entre 6 et. Alors, c'est un peu compliqué, mais vraiment la 3e année de Kodak, je me rappelle comme un moment un peu comme ça, un peu dur. Je pense qu'on fera le pont avec, mais tu l'as eu aussi dans ta prépa d'ailleurs, des moments où tu étais au fond du trou et que tu te demandais, mais en fait, à quoi ça sert quoi. Exactement, c'est là où, en fait, ce qui se passe très simplement, c'est que c'est là où c'est très important, c'est un autre apprentissage, c'est que quand tout est effrité, le physique, le mental, il te reste juste le pourquoi tu fais ça, qui te raccroche à ton objectif. Et quand ton pourquoi il n'est pas très solide, souvent ça devient difficile. Et ce qui est dur dans les moments, souvent c'est le milieu de la prépa. C'est là où c'est chaud. Et moi, je pense que c'est ça que ça m'a fait aussi avec Kodak, c'est que ça correspondait. Bon, c'est pas le milieu parce qu'il n'y a pas vraiment de date de fin, mais il y avait 2 ans très intenses. Et après, un petit moment un peu de down où c'est cool, mais t'es loin du départ. Il faut que tu redéfinisses ta boîte. Je suis en train de faire quoi maintenant? Où est-ce que je vais? On n'est plus 3 gars dans une chambre. Qu'est-ce que je fais? Et donc, j'ai eu des moments où je me rappelle très bien où j'étais les plans. Parce que du coup, je me suis filmé pendant toute la prépa. Et c'est intéressant de revoir ces états mentaux dans lesquels tu as l'impression que le monde il s'écroule. En fait, toi, tu regardes juste ça sur ton téléphone. Mais t'es un ouf en fait. C'est clair. Mais. Juste sur le why que je trouve hyper intéressant, c'est que quand moi je faisais les prépas aussi sur le 80 km, j'étais tombé sur une vidéo d'un mec qui faisait des 100 km et il disait dans sa prépa, whatever, il y a un moment tu vas être au fond du trou, la limace comme tu dis, et la seule chose qui va te garder vivant, c'est le why. Du coup, je pense que tout le monde a un why, tu vois, on se lance tous, etc. Mais globalement, à ton avis, c'est quoi un why qui est suffisamment puissant quand tu es dans ces phases de down? Parce qu'on sait que toi et moi, à quel point ça peut être quand même vraiment vénère d'un point de vue psychologique et que c'est tellement simple de te dire vas-y, en vrai j'arrête. Je pense que tout le monde a un why, tu vois, quand on se définit ces objectifs-là. Mais tu vois, si on réfléchit, c'est quoi un why, à ton avis, suffisamment fort pour continuer? Alors, je peux prendre typiquement l'évolution de mon pourquoi sur la prépa marathon. Au début, c'était arrêter d'être une merde. Genre, recommencer à faire des trucs durs. Ça c'est fait. Donc, il y avait une première partie qui était vraiment l'éloignement de la souffrance. J'ai pas envie d'être une merde, d'arrêter de faire des trucs durs. Et
Et le marathon me tient là-dessus. Et là enfin, la prépa marathon me tient là-dessus. Là où ça a été dur, c'est qu'au milieu de la prépa, ça commençait à faire, parce que j'avais fait des courses avant, ça faisait bien 6-8 mois que je courais. Bon, en soi, j'étais plus une merde. J'étais pas un marathonien, mais j'étais plus une merde. Donc c'est là où j'ai eu un petit moment un peu. Bon, bah ouais, il a fallu trouver autre chose. Et donc l'autre partie, là, ce qui a commencé à m'exciter, c'est de me dire. Alors c'est un truc qui est très personnel, c'est le fait de. Je sais pas, je drive beaucoup d'énergie du fait de porter la responsabilité des autres. Je sais pas. C'est de me dire. Je suis quelqu'un sur qui on peut compter, tu vois. T'inquiète, tu vois, je te porte sur. C'est à la fois le bon CEO dont ta boîte elle a besoin, le bon pote, le bon membre d'une famille. Et ça, je sais pas pourquoi ça me drive. L'image de me voir moi-même, ok, t'inquiète, tu vois, j'arrive sur le front, t'inquiète, je prends ton épée et je vais faire le combat, tu vois, pour t'aider, va te reposer. Donc globalement, il y a des gens qui sont sous ma responsabilité. Si le boss fait le faible, Voilà. qu'est-ce qu'ils vont penser eux-mêmes du boss et surtout de la boîte en général, quoi. C'est porter les gens sur son dos. Et donc en fait, pour répondre à ta question sur le pourquoi, je pense que c'est deux choses. C'est à la fois un truc qui t'éloigne d'une version de toi que t'as pas envie d'être, de la souffrance, et un truc qui te rapproche d'une version de ce que tu as envie d'être. Et il faut les deux. Et en fait, ce qui est très bien, c'est que le milieu, enfin le moment de down, typiquement en fait une prépa marathon et vous allez découvrir, ou une prépa un peu longue, et vous allez découvrir naturellement si votre why il est assez fort. Est-ce que vous allez vous entraîner dans les moments de merde? Je me suis quand même entraîné, donc ça veut dire qu'il était assez fort. Et j'avais peur parce que je me disais vraiment, s'éloigner d'être une merde, est-ce que c'est assez solide? Est-ce que je le veux vraiment? Parce que parfois tu l'annonces. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'un why il est pas non plus gravé dans le marbre. Voilà. Tu l'écris sur un papier et puis il reste 10 ans, c'est qu'il évolue. C'était quoi toi d'ailleurs sur l'éco-trail? C'est assez intéressant. Alors moi j'avais la même chose que toi, qui est que alors j'aime beaucoup le goût de l'effort, évidemment. Premièrement, c'était que, comme toi, l'entrepreneuriat est tellement dur que globalement, c'est important de rester dans des choses où tu te mets vraiment mal et que si tu fais le niais à te dire je suis pas capable de faire 40-80 km, en fait, tu prends tellement le claque au quotidien que enfin, tu vois, genre, c'est une raison de te dire je suis capable de faire ça, donc en fait, j'ai fait un truc qui est tellement dur que c'est fine, toutes les merdes entrepreneuriales que tu peux avoir, les merdes générales de la vie, et tu as réussi à faire ça, donc tu vas être capable de faire le reste. Deux, comme toi, j'ai une équipe, je drive beaucoup par effectivement essayer de vous dépasser. Donc, même logique que toi, c'est-à-dire si en fait le boss, il n'est pas capable de se fixer des objectifs qui sont forts, durs et qui peuvent paraître inatteignables, son discours, il tient plus debout, quoi. C'est-à-dire que le mec, il abandonne, ton équipe voit ça, elle va être en mode ok, moi aussi je peux abandonner finalement. Non, il y a un espèce de why, tu vois, qui est au-delà de ta simple personne, c'est essayer d'inspirer les gens. Après, tu vois, le fait de leur finir, tu m'as posé la question en off avant, c'est quoi tes prochains challenges maintenant? L'éco-trail, on l'a fait 3 fois. Je pense que je le referai parce que ça m'apporte beaucoup. L'idée cette année, c'était de le faire moi avec mes 2 frères. Donc c'était pas simplement, tu l'as dit d'ailleurs dans ton podcast, l'histoire. Le bonheur, il a de sens que s'il est partagé. Ouais. Je l'avais fait une fois tout seul pour me prouver que j'étais capable de le faire après 2 échecs. Et là, c'était typiquement en mode, je suis capable de ce truc-là, je le sens que je peux le faire. Et donc, vas-y. Et là, c'était plus, ok, je sais que je suis capable de le faire. Mon équipe, elle sait que je suis capable de le faire, etc. Bon, je l'avais annoncé un peu aussi dans mes podcasts perso. Mais la vision que je voulais avoir, c'était, je voulais que les 3 frères arrivent en haut de la Tour Eiffel, tu vois. Et c'était le truc. Et ça, c'était vraiment un why profond. On y va, on se prépare, on se challenge et tout. Bon, écoutez le podcast, mon podcast perso pour savoir si on a réussi. Mais ça, c'était vraiment un why, tu vois, au-delà de simplement pour moi. Et aujourd'hui, typiquement, moi, je suis dans un questionnement. Et peut-être qu'on en parlera après, mais c'est quoi les prochains trucs challenge sportifs? Et c'est quoi ton why? Et je ne l'ai pas encore trouvé, donc j'en ai pas. Ouais. Et c'est marrant aussi parce que je me rappelle très bien qu'avant que je commence à courir, je me disais mais pourquoi est-ce que les gens refont les choses? Pourquoi est-ce que tu veux refaire un marathon? C'est bon, tu l'as couru. Et c'est un peu ce que tu dis avec tes frères. C'est je trouve qu'à chaque fois, tu peux vivre 3 marathons et l'histoire en fait de chaque marathon, la façon dont tu vas l'encoder va être radicalement différente. Il y a l'histoire d'un marathon où tu as souffert pour le finir et tu l'as terminé. L'histoire où tu as fait ton objectif. Celui que tu as réussi à partager parce que tu as couru ensemble donc avec tes frères. Et ton cerveau l'encode pas du tout pareil. C'est un truc de ouf. Et c'est ça qui est fascinant et qui est très dur à comprendre, je trouve, avant de vraiment réussir, de faire du running, c'est que 42 km, ça peut se vivre de 1 million de façons différentes. Dans la tête d'un mec. Et tu vois pas, quand tu vois un gars courir, même si tu le vois un peu en train de souffrir, tu n'as aucune idée de la tempête qui est dans sa tête. C'est clair. C'est une vie dans une vie. Ouais, exactement. C'est ça. Et en plus, tu vois, l'éco-trail, ça dure 10 heures, ce truc. Si tu fais en 10 heures, t'es fort. Hein. Ouais. Enfin, ça dure. C'est le truc. C'est monstre. Non, mais c'est une journée. Tu vois, tu passes. C'est une vie, quoi. Alors, moi, c'était ma philosophie du truc et la manière dont j'analyse, tu vois, l'éco-trail. C'est
pour moi, 1 kilomètre égale une année. Ouais. Et c'est marrant, sur 80 km, tu peux résumer une vie entière dans 80 km. C'est-à-dire que les premiers kilomètres, tu sais, c'est la découverte de la vie, un peu l'adolescence, t'es tout foufou. Tu te fais des plans sur la comète, je me sens trop bien, vas-y, nickel, je vais pouvoir déchirer le truc. Et puis après, t'as le mur, un peu, tu sais, du 25-30 ans, la réalité de la vie, etc. Et c'est là où tu commences à faire un peu plus de philosophie, ah ouais, ok, ça va être long, ça va être dur, il y a des hauts et des bas. Et puis, c'est rentrer plus dans l'acceptation, prendre les pics où en fait tu te sens trop bien. Et tu vois, c'est un peu comme dans la vie, tu as des moments genre tout se passe bien, tu kiffes, etc. Tu as des moments de remise en question. Je trouve qu'à l'échelle en fait, de l'éco-trail, ça te met une grosse leçon d'humilité qui est que tout est éphémère. Tu as des moments, tu es trop bien et profites-en et c'est génial. Et il y a des moments, tout explose. Mais c'est aussi temporaire, c'est éphémère. Donc, c'est pas pour ça qu'en fait, il faut abandonner ou se dire qu'on est une merde, etc. C'est accepter qu'il y a des moments, c'est plus dur, prendre le temps de comprendre pourquoi, se dire que ça va passer, trouver les solutions et avancer jusqu'au au moment suivant où, en fait, où tout va bien. Tu vois. Et à l'échelle de l'éco-trail, c'est ça. C'est-à-dire que sur 80 km, tu as 3 km, tu es trop bien. Et tu sais pas pourquoi, en 500 mètres, tout s'effondre. Non, mais t'es trop bien. Et puis d'un coup, t'as une petite douleur qui arrive. Et puis t'as la gerbe qui arrive. Puis les jambes, elles répondent plus. Et puis, il faut juste accepter. Quoi. Ouais. Et c'est un autre apprentissage, je trouve, du running, c'est le fait d'accepter la douleur. Oui. Vraiment, c'est pas essayer de la combattre. Je crois que j'en ai parlé dans le podcast, mais j'avais capté ça pendant. J'étais parti en vacances un moment avec des amis, et dans l'endroit où on était, il y avait genre un masseur bizarre, un manuel, je sais pas quoi. Et le mec, il faisait pas des massages, en fait, il t'appuyait avec ses coudes, il prenait avec ses yeux et tout, il t'appuyait sur les tensions. Et à un moment, gros, il appuyait comme un bœuf, tu vois. Il faisait vraiment super mal. Donc il m'appuyait, moi, sur le quadrille, je me souviens, il me faisait mal, ce bâtard. Le plaisir. Et il me disait, pourquoi tu résistes? Je vais m'enculer, gros, t'es en train de m'acculer, j'ai mal, tu vois. Et il me disait non, essaie de lâcher. Et j'ai arrêté 5-10 minutes, je me dis j'essaie de lâcher. Et à la fin, j'ai réussi un peu à lâcher. Et en fait, c'est très compliqué à décrire comme sensation. J'avais mal, mais ça faisait moins mal au mental. T'avais accepté. Ouais, t'avais accepté. Et en fait, le running, c'est la même chose. Je trouve c'est quand tu commences à avoir mal pendant un fractionné ou un truc comme ça, tu peux être en mode ah non, ça devrait pas être comme ça et tout. Et en fait, c'est là où tu consommes toute ta batterie. Ouais. Et le fait d'accepter la douleur, c'est la même chose quand t'as un trou en entrepreneuriat. Dans ta boîte, parfois, t'as l'impression que ta boîte, elle va péter. Ça fait 5 ans que tu construis un truc. En une semaine, le truc. Et c'est très très dur. Et de se dire, oui, c'est la tempête. Et les gens, parfois, ils te regardent un peu bizarrement. Ils sont en mode, vas-y, mais c'est lui qui nous dirige et tout. Genre, pourquoi il est pas flippé là? Ouais, c'est clair. Ouais. Tout est fine et tout. Parce que je pense que tu apprends beaucoup à gérer juste avec le chaos perpétuel. Quoi. Ouais. Et puis, t'arrives toujours. Moi, ce qui me fume, c'est la créativité des merdes qui t'arrivent dans ta boîte. C'est à chaque fois des trucs. Et plus je vois ce que je disais, que le risque, c'est ce qui reste quand on a tout anticipé. Tu vois. Quand t'as vu. Une fois que tu as écrit tous les risques possibles sur un papier, tout ce que tu n'as pas vu, ça c'est le vrai risque. En fait, c'est clair. Il t'arrive toujours des merdes d'une créativité. Tu vois, en ce moment là, juste aujourd'hui, il m'avait un truc que j'avais pas du tout anticipé. C'est une mini merde, mais on a refait notre site internet il y a pas longtemps. Ouf. On a pris une agence et bon, 3-4 mois de travail, un site internet, boum, nickel. On publie le site internet, tout nickel. 48 heures après, je reçois un message avec en copie le département légal d'un de mes clients qui me dit vous avez pompé notre site. Oh yes. Et donc je clique sur le site. Et en effet, il y a des éléments qui ressemblent vraiment. Et il y a un truc, il y a un élément, tu vois, qui. En fait, il y a un élément qui est le même et plein d'éléments qui ressemblent. Donc, tu vois, ça fait un peu que tu as empoisonné le puits. Bon, après, c'est des pompeurs. Il se trouve. Bon, alors, c'est pas du tout le cas, évidemment. Tu vois. Nous, on n'a pas. Il se trouve que l'agence non plus. C'est vraiment juste une putain de coïncidence de ouf. Mais il se trouve qu'il y avait un gars de mon équipe qui avait accès à leur Figma de leur site internet. Okay. Donc, il avait en fait l'élément en question, là, celui qui ressemblait beaucoup. Il avait accès à l'élément. Donc, je me prends une lettre d'avocat. Tu vois. Une lettre d'avocat avec demande, je dois faire une demande de réparation. Ouais. Parce qu'il y a ce truc-là qui sort et j'ai niqué la relation avec mon client. Et la relation, il est super vénère, il y a le légal. Parce que le client pense que. Qu'on l'a pompé. Et peut-être, c'est quoi? C'est ma parole contre la sienne. Comment tu débunkes ça? Bah, je suis en train. C'était il y a 2 heures. Donc, Attends, c'est intéressant, mais du coup, typiquement, là, on est au marathon, t'es le 40, genre tout va bien, et puis tu te réveilles, bam, t'as mangé la barre et t'as envie de vomir. Là, tout de suite, situation de crise, vas-y, Théo, il fait quoi la première chose que je fais, c'est que déjà j'appelle le client. Moi, je veux lui témoigner ma bonne foi. Je veux lui expliquer la situation par moi, mais en fait, je leur décris juste les faits. Bon, écoute, je découvre le truc en même temps que toi. Ouais. Je vais en parler avec l'agence, je vais essayer de voir où ils ont trouvé les trucs. J'appelle direct. Alors, faut faire attention quand même avec ça parce que j'ai fait aussi des conneries en appelant direct. Surtout quand la situation est plutôt, je suis en mode je suis vénère ou je suis pas bien, ou je dis un peu un truc qui. Ça m'est arrivé parfois de dire un truc. Bon, c'est un peu ça, j'en parlerai pas de cette histoire, mais en gros, c'est un client que je considérais vraiment comme un pote. Ouais. Tu dis un truc en mode c'est à ton pote comme putain, mais dinguerie. Et en fait, il le réutilise contre toi derrière, contre un
dans un truc plus formalisé, légal et tout, tu vois. Et ça, donc, bon, du coup, on fait le point avec le business. C'est vrai que quand tu as des merdes comme ça, la réaction à chaud, c'est un peu qui tout double. ouais. Moi, je suis plus du partisan de, tu sais, tu te vois à la troisième personne, tu dis, ouf, ok, analyse de ce qui se passe, respire un coup, et genre, déjà, tout de suite, à quel niveau est la merde? Est-ce que c'est une merde dont tu vas te souvenir demain, dans un mois, dans 10 ans ou dans 50 ans, tu vois? Et plus la merde, globalement, elle est dans un potentiel souvenir à long terme, plus je prends du temps. Ouais. Si demain je m'en fous, j'appelle et voilà. Mais Bah, bon, du coup, Non, mais je suis d'accord avec ça aussi parce que en fait, j'ai fait des conneries. Déjà, bon, c'était le matin, j'ai appelé l'après-midi. J'ai quand même laissé passer le truc. J'ai appelé là, juste avant de venir. Et donc, le but, c'est première chose, c'est témoigner ma bonne foi et ensuite, enfin, montrer que expliquer ce qui s'est passé. Ouais. Et après, bah, tu vas laisser passer le temps. Je pense au moins, ils ont capté que j'avais pas essayé de les enculer parce qu'en fait, il y a les symptômes et il y a le mal. En fait, les symptômes, c'est quoi? C'est bon, ils me demandent une réparation, etc. Et tout bon. Et à limite, si c'est que de l'argent, tu vois, tu peux toujours trouver un truc, tu t'arranges. Mais ce qui me fait chier, c'est moi, ce que je veux sauver, c'est de la relation. Ça a flingué la relation. Client, Je veux pas qu'ils pensent que je suis un voleur de site internet. C'est clair. Et il y a un truc qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. C'est la loi, tu sais, qui ça prend 10 fois plus de temps de corriger une merde. Quand on dit qu'il a du mal de toi, ça prend 10 fois plus de temps de corriger ce qui a été dit. Avoir une belle image. Que salir l'image de quelqu'un. Donc là, en fait, le problème, c'est que ce qui s'est passé, c'est que je sais exactement. Il y a un mec qui a ouvert le site dans un open space, qui a regardé, il fait putain, ça ressemble. Il a appelé un pote. Tu trouves ça ressemble ou pas? Ouais, ça. Et boum, 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 tout l'open space devant l'ordinateur, head of design, Kodak, fils de pute. Et le truc, c'est qu'il y a peut-être 50 personnes qui ont vu le site, et il y aura que 2 personnes qui sauront qu'en fait, bon, bah. Ouais, donc préserver ta marque à tout prix, c'est un peu le. Et ouais, juste la relation avec le gars, ça me fait chier. Tu vois, là, franchement, c'est une décharge. Tu vois, bon, ça, du coup, je l'ai vraiment pas vu venir. Quoi. Mais du coup, c'est un petit cadeau. Quoi. C'est la réalité du business. Quoi. C'est qu'il t'arrive tout le temps des merdes. Et bon, bah, c'est là où effectivement, ça fait le pont avec ce qu'on se disait sur le marathon. Est-ce que tu penses que globalement, parce que c'est un peu une tendance aujourd'hui que je vois de fond, donc bon, nous on est des bons exemples, qui est que bon, on a nos boîtes, etc., on fait beaucoup de choses, et on se retrouve et on se challenge beaucoup dans le sport. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'existait pas, tu vois, il y a quelques années, mais qui aujourd'hui, entrepreneuriat et sport vont de pair. Est-ce que globalement, c'est parce que les gens découvrent ça, à ton avis, ou c'est à la mode? Je pense qu'il y a quand même. J'ai quelques exemples de patrons qui étaient quand même un peu sportifs. Alors, pas vraiment sur les sports qu'on fait nous aujourd'hui, salle de sport et tout, beaucoup. Mais les runners et tout, etc., j'ai l'impression qu'il y en avait quand même quelques-uns. Et tu vois, j'étais on a tourné un documentaire sur NordVPN il n'y a pas longtemps. Ouais. Les 2 fondateurs sont des putains de malades d'ultra. Et la boîte, il y a 10-15 ans maintenant. Et il y a pas mal d'autres exemples de ça. Donc, je pense pas que ce soit forcément une mode. Je pense que la première chose. En fait, bon, pour recouper, je vais revenir sur. Mais en gros, j'ai commencé le running en me disant bon, c'est super, ça va être un super atout pour devenir un bon entrepreneur. Ouais. Et j'ai cru jusqu'au jour où je passe la ligne du marathon et je me prends un feu d'artifice de je sais pas quoi en mode. Mais en fait, même si ça n'avait eu 0 impact sur le running, je veux le refaire. Enfin sur l'entrepreneuriat, j'ai pas perdu mon temps. J'ai vraiment vécu un truc de ouf, de dingo. Et donc finalement, je suis en train de me dire, est-ce que ces entrepreneurs qui font du sport, je suis pas sûr qu'ils arrêteraient de faire du sport s'ils avaient plus de boîte. Je suis pas sûr qu'ils le fassent pour leur entreprise. Ils se disent, ils sont certainement peut-être commencé pour ça et ça leur donne des avantages que leur clarté d'esprit, tous les trucs qu'on a un peu détaillés avant, qui sont assez évidents. Mais je pense qu'il y a des gens qui en fait juste, souvent c'est les mêmes choses qui te font apprécier monter une boîte et qui te font apprécier le sport. Je trouve c'est la progression, l'effort maintenu, la récompense et tout. Et donc finalement ça peut se traduire tu vois, je suis sûr que c'est pour ça qu'il y a aussi plein de fondateurs qui sont des gamers. En fait c'est les mêmes mécanismes à la base. De récompense et de challenge. Voilà, tu travailles longtemps. Et tu fais des trucs durs, tu fais des trucs anormalement durs. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que ça peut se traduire les deux dans plein sont de liés, sports. en fait, ouais, carrément. Sont liés, mais pas forcément parce qu'ils s'apportent l'un à l'autre. Je trouve que c'est parce qu'à la base, la personne est demandeuse de ça. Voilà. Ouais, je suis assez aligné avec ça. D'ailleurs, ouais, moi, c'est une question parfois que je me pose. Je me dis, attends, demain, tu vires effectivement la partie entrepreneuriale. Est-ce que tu continues à aller faire des 80 km, à aller faire 1 heure de sport tous les jours et tout? Bah, toi, clairement, ouais. Mais moi, c'est un hell yeah, mais à fond. C'est au-delà de ça. En fait, c'est vraiment une passion. Enfin, tu vois, c'est devenu partie. Je me définis comme ça. Et je trouve que, alors c'est pas fait pour tout le monde, c'est sûr, mais effectivement, je trouve que ça apporte tellement en termes de mindset, de psychologie, de bien-être, et tu te sens tellement vivre à faire tous ces trucs
que demain, de toute façon, je sais que si j'ai plus la boîte, etc., je vais faire autre chose. Mais un truc qui sera dur, qui va demander du travail, de se renouveler soi-même. Et c'est là où d'ailleurs ça va faire le lien, je pense, avec ce que tu expliques depuis peu, qui est ton concept d'entrepreneuriat, que je trouve est assez passionnant. Peut-être que tu peux expliquer comment t'es venu l'idée et qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui. Honnêtement, je pense que le running, c'est un des principaux trucs qui me l'a... Avec le recul, tu vois, je me rends compte que c'est ça qui a contribué. Principalement, parce que... Bon, alors, le premier constat, c'était de me rendre compte, de base, que je me reconnaissais pas forcément dans les courants classiques, parce que c'est pas vraiment des courants de pensée, les mouvements entrepreneuriaux, mais c'est des façons de monter des boîtes et des gens qui en parlent d'une certaine manière. Donc en fait, j'en ai vu 3 classiques, mais il y en a certainement plus. Tu as les start-upers, donc levée de fonds, max risque, 99 fois je perds, une fois je réussis, ça fait 1 milliard. Les bootstrappers, donc les gens qui veulent faire comme les start-upers mais sans lever de fonds, qui ont un peu plus de contrôle. Et les infopreneurs, ceux qui gagnent énormément d'argent mais qui construisent pas grand-chose. C'est pas de la construction, c'est du revenu rapide et pas Agence SMMA, construction. ton mot préféré. Le fameux SMMA, qui est le pendant. Mais ce qui est marrant, c'est que n'importe quel business a son pendant infopreneurial. Toujours. Moi, c'est les gens qui font du SMMA. Donc c'était le premier constat. Ensuite, je me suis rendu compte que c'est exactement la même question. Ce dont on vient parler, c'est qu'est-ce qui me faisait kiffer foncièrement dans le fait de monter une boîte. Et tu crois toujours que c'est faire grossir mon chiffre d'affaires, avoir une grosse équipe, la gloire et tous ces trucs-là. Et il est vrai qu'il y a une certaine satisfaction qui est drivée par ces trucs-là. Mais fondamentalement, pourquoi est-ce que tu la drives ? C'est parce que en fait, l'entrepreneuriat, c'est le fait, tu vois, l'étymologie, c'est de se saisir de soi-même. Et ce qui est stylé, c'est que c'est une façon, l'entrepreneuriat, c'est une façon, c'est la traduction business du fait d'être entreprenant. Donc du fait de se saisir de soi-même. Et donc finalement, quand tu reviens à la source de ce truc-là, tu te rends compte que c'est une des manifestations possibles, mais c'est pas forcément la seule. Quand tu vas courir l'éco-trail et tout, etc., c'est aussi une façon de se saisir de soi-même et qui ne te fait pas gagner d'argent. Et donc, je trouvais que le fait de se définir un entrepreneur par « je suis à la tête d'une entreprise », c'était une réduction. Tu vois, ça ne définit pas l'ensemble des gens qui sont entreprenants et qui veulent se saisir d'eux-mêmes. Et des sportifs peuvent être beaucoup plus entreprenants que des entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'entrepreneuriat, c'est centré sur l'humain. En fait, finalement, ça ne rassemble qu'une seule chose. C'est se saisir de soi et ceux qui veulent se scaler eux-mêmes. La manière, quoi. Voilà, qui veulent se scaler eux-mêmes. Et finalement, moi, ce qui me fait plaisir aussi, c'est toutes les expériences que me permet de vivre l'entrepreneuriat et tous ces trucs. Et je suis sûr que je vais découvrir plein de choses dans ma vie qui vont en fait faire appel à ce même truc en moi. Et possiblement, peut-être qu'un jour, je sais, peut-être on n'aura plus d'entreprise et on sera toujours. C'est ça, mais tu seras toujours dans une recherche de te scaler toi-même parce que tu as ouvert la boîte de Pandore de ça. Voilà. Tu vois l'exercice physique, psychologique et aussi chimique quelque part avec ton cerveau, de te dire, mais en fait, c'est fantastique de se scaler soi-même et de se motiver. Et pour reboucler sur juste ce que tu disais avant, en fait, sur la question pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de gens, je pense, qui font les deux, je pense qui font sport du coup et ces trucs-là, c'est parce que je trouve qu'on est une génération où il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Il y a de plus en plus de gens qui se voient ça comme un truc holistique, principalement parce qu'il y a eu les créateurs de contenu, je trouve. Ouais, ça c'est évident. Mais je pense aussi alors moi j'ai une vision là-dessus qui est parfois un peu dure, mais c'est que je pense sincèrement que on est dans une société d'assistés, que le goût de l'effort, on l'a globalement perdu parce que c'est simple, maintenant, tout est immédiat, on est tombé dans une société d'immédiateté, quoi. Et le goût de l'effort, le goût de la récompense différée, de prendre le temps de faire des choses et se retrouver dans des situations difficiles, notre génération, aujourd'hui, elle n'a plus l'habitude de ça. Et je pense quand même qu'il y a une partie de la population qui n'est pas du tout alignée avec ça. Et généralement, cette partie de la population, c'est ceux qui vont créer du contenu, qui vont se bouger le cul, etc. Et c'est pour ça que moi, mon sentiment, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de contenu là-dessus, c'est que finalement, les seuls qui sont un peu dans ce mood de j'ai envie de me scaler moi-même, ils créent du contenu. C'est la contre-culture, en fait. C'est un peu une contre-culture. Ouais, c'est un peu ça. C'est contre, globalement, la vision ambiante. Et ce que je trouve très bien, d'ailleurs, parce que ça véhicule des bonnes valeurs. Après, le constat est que je sais pas si tu vois quelle est vraiment la raison de cette émergence, mais je pense que c'est plus par réaction, aussi par le fait que ceux qui créent du contenu sont globalement dans ce bout-là, ce qui n'est pas du tout le cas de beaucoup de personnes. Et puis tu as aussi un truc quand même qui est présent depuis quelques années, c'est ce paradoxe qui est à la fois très drôle, que tous les gens qui ont gagné beaucoup d'argent t'expliquent que ça va pas changer ta vie de gagner beaucoup d'argent. Et personne n'y croit. Donc, tout le monde gagne de l'argent et arrive et s'en rend compte, c'est qu'en fait gagner de l'argent, ça résout tes problèmes d'argent. C'est tout. Mais après, c'est assez vite s'il y a que ça, quoi. Voilà, et c'est un multiplicateur qui peut venir amplifier plein de choses, mais s'il y a un zéro à la base, c'est n'importe quoi multiplié par zéro, ça fait zéro. Donc
Et là, moi, la question que j'ai en ce moment, vraiment, c'est est-ce que j'ai ce genre de réflexion entrepreneuriale, enfin avec un A, parce que avant j'ai eu cette volonté de gagner de l'argent avec ma boîte, et que je peux l'avoir maintenant parce que c'est un problème de luxe, hein. Ou est-ce que c'est possible en fait d'avoir des aventures qui à la base sont construites sur ce principe-là, le fait et en fait tu peux être très entreprenant sans gagner d'argent. Ouais. Et là pour le coup j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Je pense que c'est quand même assez rare si t'es entreprenant assez longtemps de pas finir par avoir une aventure entrepreneuriale qui est très lucrative. Parce qu'à un moment tu vas te saisir du pro, tu vois, ça prend toute ta journée. Tu vas finir par. Dans ce cas-là, tu prends l'exemple d'un Abbé Pierre, etc. Tu vois, c'est quelqu'un qui s'est scalé lui-même, entre guillemets, qui a apporté énorme au monde. Pourtant, tu vois, il a toujours tout donné pour les autres, il n'a jamais gagné d'argent, l'Abbé Pierre. Ouais. Donc, à mon avis, je pense que tu peux te scaler toi-même, être dans une démarche très entrepreneuriale avec un A, se saisir soi-même, sans gagner à un seul moment 1 euro. Et d'ailleurs, c'est terrible parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on va souvent définir le succès d'une personne par sa capacité à avoir généré de la valeur économique et monétaire. Alors que, tu vois, le fait qu'on se pose la question, je suis sûr que probablement ceux qui vont nous écouter, ils vont avoir plein de contre-exemples. Non, mais vous êtes des malades, regarde toutes ces personnes-là qui ne gagnent pas d'argent et qui apportent à leur juste taille, vachement de valeur. Tu vois, je pense que celui qui va à la soupe populaire tous les soirs, qui va donner à la soupe populaire à Paris, ou qui se lève le matin et qui va faire la Croix-Rouge, etc., l'hiver quand il fait -5, il est dans une démarche entrepreneuriale autant que nous probablement, sauf qu'il n'est pas mis en valeur et il rapporte pas d'argent, quoi. Ouais. C'est sûr que... Ouais, c'est vrai qu'en fait, ce qui rassemble tous ces gens-là, c'est un peu la notion, je trouve, d'intentionnalité. C'est-à-dire que c'est des gens qui subissent pas, qui n'ont pas une vie passive, en fait. Qui n'ont pas... qui à un moment se sont posé la question de j'ai envie de faire quoi, qu'est-ce que je veux qu'il reste de moi après. C'est sur la force du why. Tu vois, Andy Murray, tu dois voir le tennisman. Pour ceux qui le connaissent pas, il a été numéro 1 mondial en 2016. Il s'est buté, le gars. Son why, typiquement en 2016, c'était je veux être plus fort que Federer, Nadal et tout. Ça l'a ruiné physiquement. Aujourd'hui, il joue avec une prothèse, etc. Et je lisais une interview d'Andy Murray il y a pas longtemps. Le journaliste lui demandait mais pourquoi vous prenez pas votre retraite? Je veux dire, vous avez tout gagné. Aujourd'hui, vous êtes 200e mondial. Vous faites éliminer au premier tour. Et le gars disait moi, fondamentalement, j'en ai plus rien à foutre, juste du succès, etc. Ça m'intéresse pas. En revanche, je trouve que le fait de s'entraîner tous les matins, de se donner du mal, d'aller à l'entraînement, qu'il pleuve, qu'il vente, la douleur, etc., la démarche est hyper importante pour moi et j'ai le sentiment de me scaler moi-même, quoi. Et je pense que pour le coup, il n'y a pas de l'échelle de valeur, en fait, c'est à toi de la définir. Tu t'en fous de savoir ce que vont penser les autres, c'est plus est-ce que toi, tu ressens au quotidien, est-ce que tu es dans une démarche de progression, de te poser les bonnes questions, de te scaler toi-même, peu importe en fait la valeur économique et peu importe si pour le monde ça n'apporte rien, tu vois. Ouais, complètement. Et en fait, finalement, quand tu prends la notion au sens propre du terme, que si la discipline c'est se scaler soi-même, ça veut dire que tu peux pas vraiment comparer les gens. C'est pas comme un sport où tu peux dire on joue tous au même sport, le premier qui court et qui passe la ligne, c'est celui qui a gagné. Tu as autant de disciplines que tu as de gens et tu vois, on a assez de. Enfin, il y a assez de caractéristiques différentes chez des êtres humains pour faire, en fait, quand tu fais des combinaisons de tous les trucs, mon sport n'est pas ton sport, et en fait, c'est très compliqué. Ça rend très dur la notion de comparer qui est un meilleur entrepreneur que l'un que l'autre. Et parce que tu as toutes ces disciplines-là qui font que. Et c'est en fait pour ça aussi que j'ai un problème avec toute la sphère infoprenariale, c'est qu'il y a un peu la dictature du chiffre, tu sais. Ouais, c'est. Genre, lui, il y a 50 € de plus que l'autre, ça veut dire que A est meilleur que B. Et du coup, dans cette logique-là, tu vois, plus j'y pense, plus je me dis, je me dis, comment est-ce que aujourd'hui tu vas définir ton why sans être influencé par ça? Parce que tu vois, on l'a dit tout à l'heure, c'est ton why, c'est globalement ce qui va te permettre dans les moments les plus durs de rester debout. En même temps, c'est ce qui te donne envie de te scaler toi-même, parce que c'est dur de se scaler soi-même, de faire, tu vois, de se mettre dans des situations difficiles, goût de l'effort et tout. Comment est-ce que tu trouves ton why, peu importe en fait qui tu es, sans être influencé par justement, tu vois, cette sphère entrepreneuriale ou la culture du fric qui est que si tu fais pas 1 million à 25 ans, t'es une merde, quoi. Ouais. Je pense que déjà, il faut peut-être un peu être pas si dur que ça avec soi-même, baisser un peu les standards et se dire j'ai quand même le droit de faire des erreurs là-dessus. C'est un peu une quête perpétuelle de trouver, tu vas penser que c'est un truc, puis après c'est autre chose. C'est pour ça que c'est pas grave de commencer en voulant gagner de l'argent ou en faisant du drop, etc. et tout. Dans une optique entrepreneuriale, en fait. Tu peux trouver derrière. Et ce qui est important, c'est juste d'être en mouvement, de faire des trucs avec intensité. Et c'est pour ça que la seule maxime, c'est vraiment juste pas forcément faire des trucs durs, mais faire des trucs avec intensité. Faire quelque chose fort pour aller choper la leçon qui est derrière. Parce que tu fais pas avec intensité, tu feras pas bouger la pierre. C'est une phrase que j'aime beaucoup de Jim Rohn qui dit It's enough if it's the best you can do. Ouais.
Fais-le, mais fais-le au maximum, quoi. Ouais, qui est encore une fois très dur à juger. Tu vois, quand tu as terminé un truc, est-ce que j'ai donné mon meilleur? Moi, j'ai toujours trop de C'est là, mal. il faut pas se mentir à soi-même, te dire est-ce que tu as fait le lâche ou est-ce que tu es allé faire le running à 5h Ouais. du mat alors qu'il neige, quoi. Tu pouvais y aller. Mais du coup, pour trouver le pourquoi, il y a des choses quand même. En fait, il y a un truc qui ment pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est vrai, on va tous claquer, tu sais, à un moment. Donc, Ouais. donc, Ça, c'est sûr. donc, en fait, voilà, t'as spawn à un endroit sur la map, on t'a donné 80 ans, mec, tu veux faire quoi? Moi, genre, Qu'est-ce que tu t'en vois. fais, ouais. Et il y a des bonnes questions à se poser qui te mettent dans la situation. Je trouve que tu en as une principale. Imagine, c'est ton enterrement, tu vois. Et il y a des gens, tu sais, qui passent et ils vont dire un commentaire sur toi. Tu veux qu'ils disent quoi? Et à un moment, j'ai eu une réalisation sur les 2 premières années de Kodak, c'est que alors il y aurait peut-être des mots sympas, mais il n'y aurait pas grand monde en fait, à mon enterrement, parce que j'avais fait que travailler comme un chien, j'avais dit nique sa mère à tout le monde, j'étais assez véhément. Ouais, la solitude de l'entrepreneur Voilà. qui se bute. Et je me suis dit, non, c'est pas forcément la trace que j'ai envie de laisser. Tu vois. Et donc, si tu veux avoir des gens à ton enterrement, il faut que tu sois aux enterrements des autres. Bon, bref, et après, t'élargis. Si tu veux que les gens soient là pour toi, il faut que tu sois là pour les autres. Donc, c'est un peu le miroir. Et donc, moi, ça m'a beaucoup aidé sur ce truc-là, à me dire, OK, est-ce que je. Et après, la seconde question, c'est, tu vois, tu es sur son lit de mort, qu'est-ce que tu penses que tu vas regretter? Et c'est là où tu te dis, il y a assez peu de personnes sur leur lit de mort qui se disent, j'aurais dû travailler plus. Ouais. Tu vois. Mais par contre, putain, j'aurais dû quitter ce taf de merde. J'aurais dû passer plus de temps avec ma famille. Je pense que c'est une très bonne chose. Et encore une fois, c'est une position de luxe parce que ça veut dire que tu as tous tes besoins qui sont clean, tu peux faire un peu les trucs que tu veux, tu as gagné de l'argent, on est dans des positions confortables. Et ça peut vite partir un peu en bullshit, etc. Mais je trouve qu'à un moment, c'est un peu des allers-retours qu'il faut faire entre l'immédiat, l'intensité, et quand même un moment, hop, prendre un peu de recul, Ouais. et après tu retournes sprinter. Carrément. Du coup, si on fait un peu, nous, de projection, là, si on se projette un peu. Bon, là, tu as fini la prépa marathon. Kodak, vous êtes en pleine croissance. Dans 5 ans, on se refait cet épisode. Théo, il est où? Wow, c'est dur, parce que ça veut dire que... Bon, si je fais l'exercice déjà de regarder il y a 5 ans où j'étais, Kodak n'était pas né. Donc ça fait que ça va quand même un peu peur. Tu vois. Ça te fait que... Il peut se passer des trucs, quoi. Ouais, j'aurais forcément tort là-dessus. Parce que en fait, ce que je peux faire pour essayer de prévoir, c'est prendre les trucs que j'ai maintenant et essayer de tirer les traits. Donc si je prends le principe qu'il y a le moins de chances de changer, je pense que c'est croissance tout court. J'ai envie que les trucs que je fasse aient grossi, que ça soit différent. Et en gros, c'est un échec dans 5 ans si le truc a stagné ou alors a été linéaire. Tu vois. Il faut que ça ait été vraiment exponentiel. Mais à quel niveau? Et c'est ça la question. Donc... Je pense qu'il y aura un exercice de why en direct. Ouais, c'est dur. Il est dur parce que je sais un peu ce que je veux que les gens ils disent. Tu vois, mon enterrement, ils disent Théo quand on avait besoin de lui, il était là. Ouais. Il nous a fait vivre des trucs de ouf et il a donné envie aux gens de. Qui dit ça? C'est la question. Déjà, il y a ma famille. Ouais. C'est la première chose. J'ai envie de. Bon, dans 5 ans, il y a probablement un truc, c'est que je pense que dans mes projets, au moins, je suis marié probablement. Ok. Donc j'ai cette stabilité là aujourd'hui qui est pas dans ma vie actuellement. J'ai passé pas mal de temps avec ma famille. J'espère que tout le monde est vivant. Donc famille, probablement femme-enfant. Ouais, beaucoup d'expériences partagées. Je pense que pour le coup, et c'est là où je suis content quand même de gagner de l'argent, c'est que j'ai vraiment envie de faire des dingueries avec des amis. Tu sais, j'ai toujours dans un coin de la tête le fait de mon rêve, c'était d'emmener toute la boîte à Vegas un moment sur 2 jours. Tu sais, vraiment, 2 jours, c'est très bien. Et tu fais des souvenirs, quoi. Voilà, et tu crées des souvenirs et en fait tu leur laisses. Voilà, c'est un truc que j'ai envie que les gens disent à mon enterrement, c'est s'il n'y avait pas eu Théo dans ma vie, j'ai toute cette liste de souvenirs que j'aurais pas eu. Et en fait, c'est quoi la mission finale, je trouve, de n'importe quelle de personne que j'ai, c'est de me dire sur leur lit de mort à eux, à mes potes, ils se disent je suis content d'avoir rencontré Théo. Et je me souviens du trip avec. J'aurais tous ces trucs-là dont je suis fier que j'aurais pas eu si je les avais pas partagés avec ce mec-là. J'adore. Je fais un clin d'œil à mon frère qui écoutera. Quand j'ai ces discussions-là avec lui, il me dit toujours, parce que lui, il est plus vieux que moi, j'ai 15 ans d'écart avec lui. Et sa réflexion du bonheur, etc., ou de la vie en général, et ce qui lui me dit, c'est en fait à la fin, la vie, et ce qui compte, c'est juste de créer des souvenirs, quoi. Ouais. Et rater des occasions pour le business, pour le taf, etc., de non, mais j'ai pas le temps, je peux pas y aller, et se priver de souvenirs, etc., bah, plus tu avances dans la vie, plus globalement, si tu te rends pas compte de ça, c'est des grosses erreurs, quoi. Ouais. Et c'est marrant parce que je trouve que ces sujets-là, ces remises en question et tout, je sais pas s'ils arrivent qu'avec l'âge ou alors avec l'expérience, avec les années, mais genre il y a 2 ans, j'en avais rien à foutre, tu vois, vraiment. Je pense que ça arrive avec l'âge. C'est plus tu prends des trucs et aussi plus tu avances dans la vie. Moi, c'est des questions pareilles que j'avais pas il y a quelques années. Et je pense que plus tu apprends à te connaître toi-même et plus aussi, nous, on est dans ces démarches très, tu vois, là, entrepreneuriales,
plus c'est une conséquence logique, quoi. Ouais. Le temps qui me reste, ça passe trop vite. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Et je pense qu'il faut aussi avoir eu l'occasion d'avoir avoir mené avec intensité les quêtes que tu pensais être les bonnes, genre gagner plein de thunes, etc. Ouais. Ou bosser comme un. Et se rendre compte à la fin, et après quoi, tu vois. Et Qu'est-ce qui se passe? Ensuite quoi? Donc, famille, femme, enfant, Ouais. surtout des souvenirs. Bon, je pense que j'ai quand même envie de vivre les expériences d'avoir une boîte grosse, tu vois, d'être à la tête d'une boîte avec genre 1000 employés ou un truc C'est comme dingue ça. parce que 1000 carrément. Tu te verrais à la tête. Ouais. Probablement dans plusieurs pays, ça serait cool aussi. Ah ouais. En tout cas, je pense qu'une aventure entrepreneuriale, si je la tire, j'aimerais bien quand même que ça m'amène là-bas. Ce sera un échec si ça ne m'est pas amené à l'étranger. Moi, ma vision là-dessus, c'est d'être capable de. En fait, peu importe où tu vas, c'est toujours sortir de ta zone de confort. Parce que je trouve que c'est quand tu sors de ta zone de confort, peu importe où tu en es en termes de succès ou de bonheur, c'est là où justement tu crées déjà des souvenirs. Et je sais pas, il y a des mécanismes dans ton cerveau qu'il faut que c'est là où tu te sens le plus vivant, quoi. Euh, Du coup, c'est sûr que si tu montes à 1000 personnes, à mon avis, ta zone de confort, elle va être pas mal challengée. Ouais, c'est ça, on va faire des trucs inconfortables. Et ouais, j'ai réfléchi à quels pourraient être ces trucs-là. De toute façon, c'est pas quelque chose qu'on arrivera à sortir en 1 heure, mais en tout cas, si vous qui nous écoutez êtes dans cette démarche-là, je pense que c'est important très souvent de se poser la question de ce why, qui est un peu le fond de ce podcast, qui est que dans tout ce que tu fais, globalement, si ton why il est assez strong, il va t'emmener loin, mais c'est important aussi de toujours le rechallenger. Moi, je me suis rendu compte, tu vois, j'étais associé avec Lucie Vallée au début de mon aventure entrepreneuriale. Elle a quitté le projet il y a 1 an. Je me suis rendu compte à quel point en fait l'entrepreneuriat pour moi, au-delà du succès, tu vois, monétaire, était important de le partager avec au moins un associé, quoi. Et moi, le why que j'ai aujourd'hui, il a fallu qu'on te le retire pour que ouais, tu il te a rendes fallu compte. qu'on le retire vraiment pour se dire, mais en fait, la manière dont j'entreprends aujourd'hui, je pense que j'ai moins de passion que quand je pouvais l'avoir avec plusieurs personnes, tu vois. Et donc, clairement, moi, le why aujourd'hui purement entrepreneurial, c'est j'ai envie de faire profiter du projet que j'ai monté à plusieurs personnes et surtout d'avoir des équivalents avec qui on peut faire grossir le projet, quoi. Chose que je ne m'étais pas du tout rendu compte, tu vois, il y a quelques années. Donc, je pense que c'est important vraiment d'avoir ce why sur lequel on se challenge périodiquement. Mais tous les 6 mois, j'ai l'impression qu'il change de toute façon. Ouais. C'est vraiment pas quelque chose qui est stable. Et parfois, c'est un peu effrayant parce que tu as l'impression, tu sais, tu es comme un petit navire qui navigue et tu as ton petit point de mire. Et puis, tu arrives à l'île et tu es en mode putain, merde, en fait, c'était peut-être pas ça, il faut revenir en arrière, etc. Et ça, je trouve que pour le coup, pour revenir au sport et tout, ça t'apprend à être dans des trucs de ok, c'est down, pose-toi les bonnes questions, accepte et continue d'avancer, quoi. Ouais. Je retiens beaucoup je trouve que c'est Brian Armstrong, le mec de Coinbase, qui disait Action produces information. Ouais. Et à chaque fois, tu sais, que tu modifies ton. Alors, ça marche pour le why, mais ça marche aussi pour des stratégies de boîte et tout. À chaque fois que tu rechallenges ta boîte et que tu fais tes objectifs, tu te dis en fait, c'était ça. Et tous les trimestres, tu te dis en fait, c'était ça et tout. Et en fait, l'erreur, c'est de se dire que toutes les fois d'avant, tu avais tort. Ouais. Alors que c'est juste un petit chemin et tout. Et en fait, parce que parfois, tu peux dire que tu es mauvais parce que tu dis putain, j'avais tort tout ce temps-là, mais là, c'est la dernière fois. Tu vois, cette fois-ci, c'est bon. En fait, c'est la quête un classique. cercle qui se. Il faut pas s'auto-flageller de ce truc-là. Parce que ça, pour le coup, l'autoflagellation de te dire je suis une merde, t'assures que la qualité des objectifs que tu vas mettre en place sont En même claqués, temps, quoi. alors après, moi, ce que je trouve difficile, c'est en fait à quel moment tu t'entêtes dans un why et à quel moment tu acceptes que tu t'es planté. Parce que c'est très dur aussi, je pense, en termes d'ego de manière générale, de te dire ah, en fait, je me suis planté. Tu t'es planté sur des. Ouais, je pense que je me suis planté sur pas mal de trucs. Bah, typiquement, ouais, alors, ça dépend. Sur mon why, je pense que je suis assez aligné avec ce que j'ai envie de faire. Ouais. Mais tu vois, pour revenir à ce que je disais avec mon frère, typiquement, on voulait faire le tour du Mont Blanc en septembre. Et franchement, c'était un rush de l'espace pour moi à ce moment-là. Et mon cerveau m'a triqué et j'y suis pas allé. Avec du recul, je me dis, putain, mais toute ta philosophie de créer des souvenirs, à quel moment, en fait, t'as pas réussi à prendre du recul sur cette expérience et te dire, en fait, il fallait absolument y aller avec tes frères, etc., plutôt que bosser comme un débile, tu vois. Donc moi, c'est plus des erreurs comme ça. Après, ouais, des trucs où je me suis planté avec l'équipe, comment tu structures ta team, comment tu les onboards, comment tu crées des valeurs, etc. Il y a plein de trucs qu'on s'est planté. Bah, le fait est que tu vois, typiquement pour moi que Lucie soit partie du projet parce qu'elle en avait ras-le-bol, etc. Bah, c'est une erreur. On aurait dû le voir avant. On s'est planté. On s'est mis beaucoup trop de contraintes. On a voulu aller beaucoup trop vite et on a complètement explosé en vol. Comprendre qu'entreprendre, c'est un marathon et pas un sprint, c'est hyper important. Donc, ouais, il y a plein de grilles de lecture où je me suis planté. Après, au fond, je pense que je suis quand même assez aligné avec qui je suis. Je pense
bien comprendre, tu vois, comment je fonctionne, l'environnement dans lequel j'ai envie d'évoluer. Mais des grosses erreurs d'orientation, j'ai pas le sentiment de m'être planté. Ouais. Toi, tu as eu des grosses remises un peu en question à des moments. Bah oui, toi, je pense en sortant d'HEC, tu l'avais un petit peu quand. J'en ai eu pas mal, ouais. J'ai eu des. Ouais, bah, la principale, c'était ça, c'était la claque de l'expérience qui s'est mal passée là en Australie en agence, où j'étais sûr et certain que je voulais faire. J'avais déjà un peu pris mes distances de la voie, enfin du mode par défaut, en me disant je vais pas faire du conseil en strat, je vais faire du market, tu vois, du truc du digital. Et quand je me suis pris là, quand j'ai vu que j'étais nul déjà, d'abord, première chance, ça m'a fait mal. Et ensuite, quand ça s'est terminé, voilà, c'était. Et comment tu le vis ça parce que c'est dans ces moments-là aussi où tu apprends beaucoup sur toi et que genre, tu apprends les meilleures décisions. Mais globalement, déjà, comment tu acceptes que tu t'es planté et que tu t'entêtes pas? Parce que tu aurais pu très bien te dire en mode, tu sais, c'est les signaux, en mode, ouais, non, mais c'est quand même fine, tant j'ai fait HEC, je mérite de faire ça, etc. Ouais. Mais tu as ces signaux faibles qui te disent, pourquoi tu te lèves, mais casse-toi, barre-toi et tout, on s'en fout. Comment tu arrives à faire le switch? Bah, je pense que en fait, malheureusement, tu le subis un peu. Hein. C'est un moment, c'est comme c'est la cocotte minute. Il y a un moment où tu pètes. Moi, je me souviens, ça avait été un énorme contraste entre un moment que j'avais adoré, où c'était très euphorique, où j'étais parti à un festival voir un artiste que j'aimais bien. Ouais. Et l'idée de retourner au travail, le lendemain, en fait, ça m'avait donné de la clarté sur le fait que je ne voulais pas ce truc-là, quoi. Et c'est un peu naïf dans le fait que je me dis mais je veux pas quitter ce moment-là, je kiffe trop, j'ai envie de vivre ça, quoi, d'aller à des concerts tous les jours, hein, c'était super, une réflexion de mec de 20 ans, quoi. Et donc c'est un peu donc toi ça t'a pété à la gueule. Oui, il faut accepter que parfois tu as beaucoup alors c'est Jocaris qui dit ça, que t'as pas de bonnes ou de mauvaises décisions, t'as que des décisions qui se rendent bonnes. En fait finalement la cocotte minute elle explose pour une raison. Et c'est peut-être pas la bonne forme au début, donc moi je suis parti, j'ai écrit un email, je suis pas venu au taf le lendemain, donc c'est catastrophique, tu vois, c'est terrible. C'est beau. C'est un manque de respect terrible et que je réalise après. Et ce truc-là, je l'ai rendu bon parce que du coup j'avais plus de data, j'avais 1 an et demi de césure d'HEC pour faire ce que je voulais. Et j'ai essayé d'être joueur de poker, j'ai monté une marque de vêtements. T'as testé plein de trucs. Mais ça, je trouve que c'est fine aussi. Et c'est ok d'être perdu un peu aussi. Ouais. Faut quand même accepter que ça peut durer longtemps. Ah, mais je suis tellement d'accord avec ça. Parce qu'on a aussi le devoir, avec justement, peut-être aussi à travers du contenu comme toi tu crées ou ce qu'on est en train de créer là, de te dire, il me faut un why hyper puissant, etc. Je pense que c'est fine aussi de dire, c'est ok d'être perdu. Tu as le droit d'être perdu, tu as le droit de te poser des questions, d'aussi prendre ton temps, et que c'est des questions qui sont tellement importantes que le pire des trucs, c'est de le rusher ou de chercher à tout prix une solution. Quoi. Et je connais pas beaucoup de pourquoi aussi qui sont trouvés devant des feuilles blanches. Je réfléchis, je fais ma disserte. Non, c'est énormément de. Tu as un plus gros premium à rajouter de l'information supplémentaire qui a essayé d'aiguiser la qualité d'1% de ta réflexion. Ça va plus vite, c'est plus marrant. Des trucs. C'est comme ça que tu le trouves, effectivement. Du coup, c'est quoi les prochains challenges pour toi là? Bon, écoute, sportif, j'ai quand même envie de créer une histoire différente l'année prochaine au Marathon de Paris. Ah, donc tu vas le refaire. J'ai déjà pris le dossard, donc maintenant je peux le lancer parce que la vidéo sera sortie sur YouTube. Donc je vais le refaire et j'aimerais bien. En fait, je veux la sensation de passer la ligne d'arrivée en ayant fait l'objectif. Ok. Donc on verra si c'est possible l'année prochaine. C'est quoi? C'est 3h30, c'est ça? Je sais pas, l'année prochaine on verra où j'en suis d'un point de vue running. C'était 3h30 cette année, c'était un peu moins en vrai, c'était 3h21 que je voulais faire. Ok. Et c'est ce que m'indiquait le programme et ce que j'avais tenu à l'entraînement. Tu l'as, ok. Je fais 3h42. Donc 3h21, putain, la brute. Bah je l'ai pas fait, hein, donc... déjà, se fixer ça, c'est beau. Ouais. Donc ça serait ça, déjà. Ensuite, un peu pour la suite, pour les prochains challenges, défis. Théoriquement, là, on s'était donné comme target pour Kodak d'atteindre les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en novembre. Ouais. Ça serait une belle perf si on le fait, disons pour l'instant. Ça grossit, mais en fait, c'est quand même énorme. Hein. C'était faire x2 quand même, en 13 mois. Donc ça serait joli. Mais je pense qu'on a les moyens de le faire. Il nous reste encore 7 mois. Ouais, t'es confiant. Ouais, donc j'aimerais bien quand même avoir cette grosse win, checker sur le truc en mode. Pas forcément pour la milestone 10 millions ou avoir ce niveau-là de chiffre d'affaires, mais de me dire j'ai annoncé un truc, j'ai fait 5 ans, je l'ai fait. Et enfin, il y a une bonne vidéo avec une miniature, je vous avais dit quoi, tu vois. Genre, elle est belle. C'est comme tu passes la ligne du marathon. Ouais, voilà. Et ça, c'est fait. Et quand tu commences, vraiment, parce que je suis trop content. S'il y a vraiment un truc dont je suis fier, c'est d'avoir eu ce mini courage au début de sortir ma caméra quand il y avait zéro de chiffre d'affaires, quand il y avait rien. Et que c'était comme un n'importe quel random pouvait sortir ce truc-là.
Donc je suis content aujourd'hui d'avoir ce genre d'asset. Et finalement, en fait, c'est ça qui fait, dans les stratégies de contenu, c'est juste cette première décision-là qui compound. Pas le fait que ça fait 4 ans que je fais du contenu, le fait que n'importe quelle personne arrive sur ma chaîne YouTube, il peut ouvrir le bouquin, il peut lire la première page. Ouais, là-dessus, tu as été bon. Faire C'est tout le build in public, mais de zéro, c'est beau. ouais, c'est sympa. Mais c'est rare, parce que souvent, en fait, la plupart du temps, ça finit en... Il y a une vidéo, quoi. Genre... Ouais, voilà. et après, le mec, il revient jamais. Ouais. Et non, et puis j'ai envie de continuer je sens que j'ai quand même envie d'infuser de plus en plus d'impact un peu sur les autres dans Kodak, ce qui n'était pas le cas avant. Mais je veux pas le faire en mode sacrifice de moi-même et abnégation. Je veux le faire en construisant tellement de trucs pour moi-même que je peux en donner aux autres. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est tu nourris pas les gens avec le contenu de ta coupe, mais avec ce qui en déborde. Ok, ouais. Et ça me. Et du coup, c'est quoi les trucs rapidement que tu veux construire pour toi? Si c'est pas trop privé, etc. Non. J'ai quand même mon cercle social que j'ai envie de beaucoup travailler. Tu vois, Ouais. j'ai des très bons potes et j'ai envie de vivre des trucs avec eux. Ouais. Ça, c'est un truc qui n'était pas du tout dans mes prios il y a ne serait-ce qu'un an. Ce truc-là, ce que j'ai envie de construire pour moi, c'est évidemment d'avoir le maximum de revenus financiers pour quand même pouvoir, notamment un peu avec les potes, pour pouvoir faire des dingueries et pas avoir à me dire bon, je sais que ta personne ne peut pas payer, etc. Et tout. Je le fais et je le fais pas pour qu'on me traite de grand seigneur, je le fais parce que j'ai envie de le vivre avec eux et que sinon je pourrais pas. Donc il y en a certains qui ça met mal à l'aise, donc ils viendront pas. Mais en tout cas, j'ai envie de ce truc-là. Et après. Et c'est déjà beau. Hein. Ouais, il y a des trucs. 10 millions. Je sais pas, toi, c'est clair pour toi, c'est ce genre de réponse-là? Même, tu vois, la question que tu me posais sur dans 5 ans? Moi, en termes de. Moi, mais mon why à moi. Ouais, alors moi, c'est pareil. Il y a plusieurs choses. La première, c'est, tu vois, là, ce qui me motive, je te dis, c'est pareil, continuer à build le projet. J'ai vraiment envie que le projet lead studio qu'on a me survive, entre guillemets. Ça se décorrèle de ma personne, de me dire, ouais, comme toi, j'ai build un truc qui est indépendant de moi, qui a créé de la valeur économique, qui fait vivre des personnes aussi. Je trouve ça assez satisfaisant de se dire que tu crées de la valeur économique pour les autres. Tu as des personnes qui, grâce à ton implication au quotidien, peuvent en vivre et tu vois, avoir des rémunérations financières et être confortable dans la vie. Deuxièmement, moi j'ai quand même un gros pilier, une grosse envie aussi de plus travailler la partie, comme tu l'as dit, amis, vie pro, enfin perso surtout en fait. Parce que tu vois, là j'ai fait un arc 5 ans globalement comme toi, à travailler comme un bourrin, etc., à construire des super trucs, mais prendre plus le temps maintenant aussi de redonner, que ce soit aux potes, à la famille, etc., c'est super important. Parce que on commence aussi à avoir ces mécanismes et ces réalisations qui est que tu as envie de le partager en fait, vraiment avec les gens avec qui tu tiens à cœur et créer des souvenirs. Et après, je suis aussi dans cette période typiquement j'ai un peu fini l'arc. Ok, le business a survécu à la fin de Lucie. Maintenant, on a un truc on sait où on va, etc. Et c'est quoi les prochains challenges? Donc, toi, typiquement, ce qu'on se disait, c'est fine aussi parfois de ne pas avoir le big pourquoi qui va t'amener dans 5 ou 10 ans. Et je suis en train de le chercher. Tu vois, cet été, je pars 3 mois aux US, me balader, voir un peu ce qui se fait. Je teste plein de trucs en ce moment. Je vais essayer d'aller chercher, tu vois, de travailler avec de nouvelles personnes, de sortir de ma zone de confort assez régulièrement. Non pas parce que j'ai des idées en tête, c'est plus, voilà, comme tu l'as dit, faire des choses et voir s'il n'y avait pas des angles morts que je n'avais pas vus sur peut-être les 50 années qui me restent et des choses qui vont me motiver. Et après, sportivement parlant, l'arc éco-trail, je pense que c'est bon. En revanche, je sais que sportivement parlant, il y a un truc qui me fera très très chier sur mon lit de mort si je ne l'ai pas fait, c'est la Diagonale des Fous à La Réunion. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai une histoire avec La Réunion assez spécifique. Je suis allé quand j'étais en stage, j'avais fait un stage de 6 mois là-bas et j'avais trop kiffé. Franchement, je m'étais fait des potes incroyables. J'avais un peu pris en pleine gueule la philosophie de La Réunion qui est que mais pourquoi est-ce que tu vas te faire chier à bosser comme un débile alors qu'en fait, la nature t'offre tout ce enfin, tu vois, ce dont tu as besoin et tu n'as pas besoin d'aller travailler comme un débile pour être heureux. Donc ça avait vachement permis de me questionner, de me poser pas mal de bonnes questions. Et deux, parce que je pense que c'est le challenge ultime de voyage en fait personnel. Tu vois. C'est-à-dire que la Diagonale des Fous, tu pars pendant 60 heures de course globalement. Tu es dans les cirques de La Réunion qui sont exceptionnels, mais tu es tout seul face à toi, quoi.
personne va venir t'aider, tu dois juste te débrouiller par tes propres moyens pour arriver à faire ces 160 km. Et je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube de personnes qui sont très entraînées, hein, mais qui ne sont pas non plus des Kylian Jornet, etc., qui racontent leur expérience. Et j'ai l'impression que l'expérience philosophique et interne de quand tu fais ça a l'air d'être tellement incroyable. Je veux absolument la vivre. Ouais. Alors Ça, après, ça donne envie. Ouais. quelles vont être les conséquences physiques? Je sais très bien que les genoux c'est terminé, enfin tu t'as quand même vachement de séquelles et à partir du moment où je me dis j'ai envie de le faire, tu vois, dans 1 ou 2 ans, il faut quand même que je me prépare. Donc typiquement c'est je sais à quoi m'attendre, je peux pas y aller en mode un peu comme cette année à l'Ecotrail, vas-y on y va et on verra, on s'entraîne pas trop. Là c'est pas possible quoi. Mais je sais que si tu veux le questionnement interne va être tellement fort dans cette expérience que ça me ferait chier sur mon lit de mort de me dire putain, j'ai pas réussi à prendre 1 an dans ma life pour préparer ce truc et le faire, quoi. Ouais. C'est 1 an de prépa? Non, mais il faut se préparer, quoi. Déjà, je veux dire, courir 180, 170 km, il faut que tu perdes un peu de poids, il faut que tu cours, il faut que tu fasses des vraies sorties. Sinon, tu n'y arrives pas, quoi, c'est sûr. Puis préparation mentale de ouf, quand même. Parce que là, tu passes quand même 2 nuits sans dormir, avec un effort physique de malade. Il y a quand même une dimension qui est autre que je pars le matin, j'arrive le soir, quoi. Là, tu pars le soir, t'arrives 3 jours après, quoi. Peut-être. Ou t'arrives peut-être pas, tu vois. Et le pire, c'est que t'es pas en mode je suis à Paris et j'appelle le secours, il va me chercher. T'es comme un con au plein milieu de la montagne et dans tous les cas, si t'abandonnes, tu dois quand même sortir de la montagne, tu vois. Donc c'est pas si simple. Voilà. Et après, clairement, comme toi, femme, enfant, quoi. Ça me ferait chier de pas avoir de gosse. Ou d'être trop dans l'arc business à un moment et pas avoir pris le temps de vraiment, tu vois, fonder une famille, d'inculquer aussi tout ça à une génération future et tout. Parce que je pense qu'on a quand même des bonnes valeurs à partager. Mais ça demande du temps, ça demande quand même, tu vois, beaucoup d'implication. Et voilà, c'est les réflexions du moment. Donc on verra où ça nous mène, quoi. Ouais, maintenant, c'est dans les caméras. Hein. Tu l'as peut-être déjà annoncé, la Diagonale des Fous? Non, mais pas encore. C'est dans la boîte. Mais c'est pas pour tout de suite, hein, je vous rassure. Celle-ci, là déjà, j'ai encore mal aux genoux de partout suite à l'Ecotrail. Donc physiquement, c'est quand même des choses qui t'abîment le corps, quoi. Voilà, mon Théo. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver globalement sur les réseaux si on veut te suivre? Surtout peut-être le podcast. Ouais, il y en a plein. Je pense que le podcast c'est le mieux. Donc c'est Road to 10 Million. Et je viens d'ouvrir la saison 2. Donc, oui. Je dis ça depuis tout à l'heure, mais je sais pas à quel moment cet épisode va sortir. Donc ça se trouve, en fait, je peux le sortir sortir demain. Il faudra voir avec tes collègues. Ah bah ouais. C'est vrai. Je demanderai à Mathieu. C'est eux qui vont gérer le bazar, Mathieu. Voilà, tu gères avec Théo ce qu'il faut. Mais le podcast Road to 10 Million qui est top. Moi, je suis un de tes fervents écouteurs et j'adore. Bah écoute, superbe. Théo, un grand merci pour ton temps. C'était top. Un plaisir de t'avoir eu aujourd'hui. Et puis, on se voit peut-être dans 5 ans pour le débrief. Ouais, et pour toi, pour la Diagonale des Fous, 5 ans, ça va quand même. Ouais, j'espère l'avoir fait dans 5 ans quand même. On verra. Ça vieillira peut-être très mal, mais ce sera un bon objectif. Ouais, top. Merci Théo. À très vite. Merci à toi.